J'avais conclu que le souvenir de mes méfaits devrait mourir avec moi. Certains éléments de mon récit sont factuels. D'autres non. Mais tout est vrai. Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinéma. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers sombre de Guillermo del Toro avec son adaptation magistrale de Frankenstein, de Mary Shelley. Pendant 2 siècles, nous nous sommes trompés en fait sur l'identité du véritable monstre de cette histoire. Et del Toro nous livre une méditation profonde sur l'humanité, la paternité et le pardon. Alors, disséquons ensemble cette œuvre qui transcende son matériau d'origine. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors l'histoire commence au cœur des glaces arctiques en 1857. Victor Frankenstein, mourant, confie au capitaine d'un navire danois l'histoire de sa chute. Obsédé par la victoire sur la mort après avoir perdu sa mère et subi la brutalité d'un père intransigeant, ce brillant chirurgien parvient, grâce au financement d'un riche marchand d'armes, à créer la vie à partir de cadavres assemblés. Mais ce triomphe scientifique devient le point de départ d'une tragédie où créateur et créature s'affrontent dans une quête mutuelle de reconnaissance jusqu'aux confins du monde. Quelle est cette créature? Quel est l'esprit diabolique qui l'a créé? Je l'ai créé. J'ai eu une vision. Del Toro constitue son récit par flashbacks qui se reconstituent comme un puzzle. Ce choix d'ailleurs reflète la nature même de la créature, assemblée de morceaux disparates, et son travail de reconstitution identitaire. Cette structure permet de basculer entre la perspective de Victor et celle de la créature, révélant progressivement où réside véritablement la monstruosité. Une idée prit forme dans mon esprit. Inévitable. Inéluctable. Jusqu'à ce qu'elle devienne la vérité. Le réalisateur déploie toute sa palette esthétique avec assurance. La direction artistique est somptueuse, les séquences au domaine écossais et le préambule baignent dans un gothisme délectable. La tour isolée devient un peu comme une cathédrale profane, les ruines un berceau de renaissance, et les glaces arctiques, le reflet du vide existentiel des protagonistes. La photographie de Dan Lautzen produit des merveilles visuelles. Son travail sur les contrastes crée une tension constante entre l'obscurité gothique et les éclairs aveuglants donnant vie à la créature. Mais c'est dans son utilisation de la lumière comme métaphore que Lautzen excelle. Les scènes d'apprentissage baigne dans une lumière douce, presque divine, qui contraste avec les tonalités froides des scènes avec Victor. La photographie devient un langage émotionnel guidant notre empathie. J'ai créé la mort. Del Toro alterne entre plans larges, soulignant l'isolement, et gros plans bouleversants. La séquence de création
est un morceau de bravoure, une cérémonie à la fois religieuse et profanatrice, orchestrée comme une symphonie de transgression. Je vois des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom. Victor Frankenstein. Au cœur du film se trouve une réflexion sur la paternité. Victor, victime d'un père brutal, incarné avec une intransigeance glaçante par Charles Dance, reproduit ce cycle de violence avec sa propre création. Victor se prend pour Dieu, mais se révèle un Dieu défaillant, incapable d'aimer. La créature devient alors une figure christique inversée, rejetée par son créateur. Elle est pourtant celle qui pardonne et sauve. Mon créateur a livré son récit. Alors, je vais vous livrer le mien. Comme le titan qui vola le feu aux dieux, Victor transgresse l'ordre naturel par orgueil. Christoph Waltz, toujours excellent en Heinrich Harlander, incarne une autre facette de cette hubris, un homme dévoré par l'ambition et le rêve d'immortalité. Sa présence révèle que Victor n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'une époque obsédée par le dépassement des limites naturelles. Mon créateur. Je demande une seule grâce de ta part. Del Toro pose une question essentielle. La monstruosité est-elle innée ou acquise? La créature naît innocente, pure, dotée d'empathie, et c'est la société, par son rejet et sa violence, qui la transforme. Le film démontre brillamment que ce ne sont pas nos origines qui nous définissent, mais nos choix et les traitements que nous subissons. La nature de la créature est bonne, c'est la culture humaine avec sa cruauté et ses préjugés qui crée le monstre. Puisque tu refuses de m'accorder l'amour, je céderai tout entier à la rage. Del Toro nous montre que ce qui nous rend véritablement humains n'est ni notre apparence ni notre naissance, mais notre capacité à pardonner. La créature, malgré tous les rejets, pardonne à Victor mourant. Dans cet acte de grâce, elle accède à une humanité que Victor n'a jamais atteinte. La scène finale cristallise cette réflexion. Contemplant le coucher de soleil que Victor lui avait appris à admirer, elle nous rappelle que ce ne sont pas les années qui comptent, mais ces moments de beauté éphémère partagés. Maintenant, sauve-toi. Oscar Isaac livre une performance remarquable. Son Victor incarne la démesure avec nuance, excellent dans les moments où l'ambition bascule dans l'obsession, où la jalousie se mue en haine. Son jeu révèle la complexité d'un homme qui sait qu'il a tort, mais persiste. Là où la créature s'ouvre au monde, Victor se referme, comme une évolution inversée portée avec intelligence. Jacob Elordi dans le rôle de la créature est vraiment magnifique.
Il traverse un arc de transformation, de l'innocence première à la compréhension douloureuse, puis à la révolte, et enfin à la transcendance par le pardon. Sa capacité à incarner physiquement cette évolution frappe. Ses mouvements, d'abord maladroits et enfantins, deviennent progressivement assurés. Les scènes d'apprentissage du langage sont bouleversantes. Et l'ordi y déploie une fragilité touchante qui nous fait comprendre que cette créature est plus pure que n'importe quel humain du film. Son regard exprime la joie, la douleur, et finalement cette sagesse mélancolique de qui a compris la nature profonde de l'humanité. Yes, that's the combination. It's alive. Évidemment, on ne peut parler du Frankenstein de Del Toro sans mentionner qu'il dialogue directement avec les versions antérieures. Les films de James Whale, Frankenstein en 1931 et La fiancée de Frankenstein en 1935, demeurent un pilier visuel. Ce mélange d'innocence et de tragédie reste présent ici. Mais je pense que l'influence la plus visible est celle de Kenneth Branagh, qui s'était rapproché de l'esprit romantique de Mary Shelley en mettant l'accent sur la culpabilité, la paternité et la douleur. Del Toro ne copie pas, il converse. Whale a construit le mythe, Branagh l'a rendu épique, et Del Toro le fait intime et profondément humain. Il puise dans cet héritage cinématographique pour créer quelque chose de nouveau, une vision qui honore le passé, tout en offrant une lecture résolument contemporaine. Ce qui rend ce Frankenstein si puissant, c'est qu'il force à reconsidérer 2 siècles d'interprétation. Del Toro nous montre avec clarté que le véritable monstre, c'est Victor. La créature ne fait rien de monstrueux par nature. Chaque acte de violence est une réaction au rejet et à la cruauté subie. Elle cherche désespérément l'amour et la reconnaissance. Victor, lui, agit par orgueil, jalousie et incapacité à assumer ses actes. Il crée la vie, puis tente de la détruire, projetant sa propre monstruosité sur sa création. Cette inversion nous oblige à interroger nos préjugés. Qu'est-ce qui fait la monstruosité? L'apparence, l'origine ou nos actes et notre capacité à aimer? Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les éditions en format physique des films mentionnés dans cette vidéo et que je possède dans ma collection. Mais avant tout, je vous montre d'abord le roman de Mary Shelley, Frankenstein, dans cette édition que j'ai lue étant adolescent, avec Boris Karloff en couverture. Et c'était une lecture qui m'avait vraiment fasciné, qui m'avait fait découvrir un monde étrange, fantastique, et surtout qui m'avait fait poser des questions philosophiques que je ne m'étais jamais posées. Frankenstein de Mary Shelley dans cette édition Marabout que je conserve encore dans ma bibliothèque. Ensuite, passons au monstre de la Universal avec Frankenstein de James Whale, réalisé en 1931 avec Boris Karloff. C'est une édition espagnole, mais qui vient avec la version française aussi. Et pas mal de bonus. Le disque avec sa sérigraphie. Alors, il est évidemment important de mentionner l'extraordinaire performance de Boris Karloff, inoubliable dans le rôle du monstre de la créature.
Ensuite, La novia de Frankenstein, édition espagnole, de La fiancée de Frankenstein, avec encore une fois la version française. Alors, Karloff est toujours le monstre, avec en plus Elsa Lanchester dans le rôle de la fiancée. Elsa Lanchester, qui était la épouse de Charles Laughton, un autre grand acteur et aussi le mythique réalisateur de La Nuit du Chasseur. Alors pour moi, ce film est supérieur au premier. Pour beaucoup, c'est Frankenstein, leur préféré, mais je préfère cette seconde partie, comme d'ailleurs beaucoup de critiques et de cinéphiles qui ont une préférence pour La fiancée de Frankenstein. De toutes les manières, les deux sont des chefs-d'œuvre du film d'horreur de l'époque universelle. Ensuite, passons à la Hammer, où nous avons La revanche de Frankenstein, du grand Terence Fisher, avec l'immense Peter Cushing dans le rôle de Victor Frankenstein. Alors ici, nous n'avons pas Christopher Lee comme dans les adaptations précédentes, dans le rôle de la créature, mais plutôt Edmund Gwynn, plutôt Michael Gwynn, pardon, dans le rôle du monstre, de la créature. Alors, les adaptations de la Hammer ont apporté plus de gore, ils ont apporté la couleur en plus d'ailleurs, chose qui était absente dans les adaptations de la Universal, et donc plus d'érotisme aussi dans les différentes adaptations, aussi bien de Frankenstein que de Dracula par exemple, et qui en font quand même des films très intéressants à voir absolument pour les amoureux du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur et de Frankenstein. C'est un digibook, ainsi avec le DVD et le Blu-ray, et un livre avec Peter Cushing, Michael Gwynn, un livre intéressant sur la genèse du film. Et enfin, passons à ce steelbook de Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh et avec Kenneth Branagh dans le rôle de Victor Frankenstein. Pour moi, c'est l'adaptation qui se rapproche le plus de Benicio del Toro, bien que lorsque j'ai vu l'émission Combini avec comme invité Benicio del Toro, on lui a posé des questions sur son film, sur son adaptation. Il a cité, par exemple, les films de la Universal, il a cité la Hammer, mais il a omis, je ne sais pas s'il l'a fait à propos ou si c'était un oubli, il a complètement omis de mentionner le film de Kenneth Branagh, qui pourtant, comme je l'ai dit, est celui qui se rapproche le plus de son film, et qui est aussi l'un des plus fidèles au roman de Mary Shelley. Donc, la question se pose. Steelbook avec le Blu-ray, G-card ici, et à l'intérieur, on peut voir l'artwork interne, Kenneth Branagh dans son laboratoire. Un film très intéressant, un peu oublié d'ailleurs justement quand on parle des différentes adaptations de Frankenstein, et avec un étonnant Robert De Niro dans le rôle de la créature. Mary Shelley's Frankenstein. Frankenstein de Guillermo del Toro est une œuvre majeure
qui nous offre une méditation profonde sur l'humanité et le pardon. Del Toro nous rappelle que les véritables monstres ne sont pas ceux qui ont une apparence différente, mais ceux incapables d'empathie et de compassion. Un film qui prouve que Guillermo del Toro est l'un des cinéastes les plus importants de notre temps, capable de marier spectacle visuel et profondeur thématique avec une maîtrise rare. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette vision du mythe? Partagez vos réflexions en commentaire, likez et abonnez-vous à de Chakalak Cinéma. Merci infiniment de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Salut!